Cette affirmation peut paraître évidente. L'Ukraine a sa place dans l'Union européenne, au moins symboliquement. Mais dans les faits, on en est encore très loin. Le pays a-t-il vraiment une chance de devenir membre de l'UE? On le sait, l'Ukraine veut intégrer l'Union européenne. De son côté, Bruxelles ne lui claquera pas la porte au nez, bien au contraire. La porte est ouverte. Mais l'Ukraine doit d'abord la franchir et elle pourrait trébucher en cours de route. Où en est-on? Quelles conditions l'Ukraine doit-elle remplir? Et quel est le poids de la corruption? C'est de cela que nous allons parler. Mais voyons d'abord le chemin déjà parcouru par l'Ukraine vers l'Union européenne. Il pleut des bombes sur l'Ukraine, notamment à Kiev. Ce jour-là, la guerre a commencé depuis 4 jours. Et pourtant, à moins que ce ne soit justement pour cela, le président Volodymyr Zelensky décide de passer un cap symbolique. Nous demandons à l'Union européenne d'accueillir immédiatement l'Ukraine dans le cadre d'une nouvelle procédure spéciale. Les réactions sont prudentes. La réponse tombe quelques semaines plus tard, en mars, au sommet de Versailles. Est-ce qu'on peut aujourd'hui ouvrir une procédure d'adhésion avec un pays en guerre? Je ne le crois pas. Est-ce qu'on doit fermer la porte et dire jamais? Ce serait injuste. Il n'y a pas de procédure d'adhésion accélérée, ça n'existe pas. Mais l'Ukraine n'en démord pas et remplit les longs questionnaires qui lui sont remis pour prouver qu'elle est sérieuse. En juin 2022, lors d'une visite à Kiev, les poids lourds de l'UE l'affirment, l'Ukraine obtiendra le statut de candidat. Une semaine plus tard, c'est officiel et avec la bénédiction du Parlement européen. Une poignée de main symbolique à Kiev, début février 2023, l'occasion de tirer un bilan intermédiaire. Je dois dire que je suis extrêmement impressionnée et je vous félicite pour la précision, la qualité et la rapidité avec laquelle vous réagissez. C'est phénoménal. C'est tout aussi triomphalement que Volodymyr Zelensky est accueilli à peine une semaine plus tard au Parlement européen à Bruxelles. Avec un message fort, nous envisageons votre avenir avec nous. De belles images, c'est vrai. Mais maintenant, il s'agit de se retrousser les manches. L'Ukraine a déjà travaillé dur pour décrocher le titre de candidat à l'adhésion. Mais les vraies négociations, elles, pourraient durer des années et elles n'ont même pas encore commencé. Car pour mettre la machine en route, l'Ukraine doit remplir plusieurs conditions importantes. Avant que les négociations puissent commencer, l'Ukraine doit remplir 7 conditions. Les deux parties se sont mises d'accord sur celles-ci. Les plus importantes, une nomination indépendante des juges à la Cour constitutionnelle, une lutte renforcée contre la corruption, une lutte accrue contre le blanchiment d'argent et la loi contre l'influence excessive des oligarques doit être mieux appliquée. Ce n'est qu'ensuite que les négociations commencent. Au final, le pays doit remplir les critères dits de Copenhague, c'est-à-dire répondre aux exigences de l'UE sur le plan politique et économique et adopter l'ensemble du droit communautaire, le fameux critère acquis. Le tout se déroule en 35 chapitres. Que reste-t-il à accomplir? Voyons déjà ce qu'il en est du côté de la justice. À revoir, la nomination des juges constitutionnels et ceux d'un autre organe important. Ces prochaines années, ils seront amenés à décider du renouvellement de 3000 postes de juges. Seulement voilà, selon André Hertel, spécialiste de l'Ukraine, dans le pays, beaucoup ont du mal à voir l'intérêt d'une justice indépendante, en particulier les plus âgés. L'ancienne garde des juges et des avocats est en partie responsable de la façon dont les futurs juges et les futurs avocats seront formés et de leur manière d'appréhender ce système. Mais pour l'instant, j'ai pas mal de doutes sur le fait qu'on en soit déjà arrivé à une approche fondamentalement différente. Autre gros dossier, la question des riches oligarques, capables de se rendre où bon leur semble en jet privé. Dans le cadre des réformes menées par l'Ukraine depuis 2014, une loi a été votée pour limiter leur influence, mais elle peine à être appliquée. Sur place, les oligarques conservent un certain poids politique dans un système qui a mis des décennies à se construire.
C'est un phénomène qui, dans certains domaines, est allé beaucoup plus loin qu'en Russie ou dans d'autres États post-soviétiques. L'Ukraine, en effet, aura encore besoin de nombreuses années pour établir cette séparation entre le monde politique et le monde économique. L'Ukraine a entrepris des réformes depuis 2014. Vous lui donneriez quelle note pour l'instant? Je l'ai toujours placé juste au-dessus de la moyenne. L'Ukraine semble donc être en bonne voie, mais il reste quand même un certain nombre de dossiers qui bloquent, dont un de taille, la corruption. Elle s'est propagée dans tout le pays au fil des décennies. Quelle est l'ampleur du problème et quels sont les moyens déployés pour lutter contre? On voit ça tout de suite. L'année dernière, l'Ukraine était classée 116e sur 180 pays dans l'indice de perception de la corruption de Transparency International. Mais il y a eu des progrès mesurables au cours des 10 dernières années. En 2012, l'Ukraine était encore 144e avec 26 points sur 100 possibles. Depuis, l'Ukraine a atteint 33 points et a progressé de 28 places. Malgré tout, à l'échelle du continent européen, seule la Russie est moins bien placée. Pour la plupart des Ukrainiens, la corruption est un véritable fléau. Et pourtant, dans un sondage effectué en 2021, près de 70% d'entre eux estimaient que la corruptibilité était une composante centrale de leur mentalité. La lutte anticorruption continue malgré la guerre. C'est ce que montre ce reportage de Masha Rodé et Nastia Gorpichenko, tourné à Kiev en juin 2022. Section anticorruption du parquet ukrainien à Kiev. Taras Sherbay est procureur. Son travail consiste à enquêter sur les plus grosses affaires de corruption et à les porter devant la justice. Il s'agit probablement de la plus grande affaire de corruption de l'Ukraine. Dans ces sacs, il y a 6 millions de dollars. Un ancien ministre du gouvernement Yanukovych a voulu obtenir la fin d'une enquête qui le visait. Suite à une décision de justice, l'argent a été remis à notre armée. Dès le début de l'invasion russe, Taras Sherbay et ses collègues ont dû adapter leur travail au contexte de guerre et mettre en sécurité les preuves des procédures en cours. Une corruption systémique s'est développée au fil des décennies. Mais au cours des dernières années, notre pays a réorganisé la lutte contre la corruption. Nous pouvons affirmer aujourd'hui qu'il n'y a plus une caste d'intouchables en Ukraine. Restaurer l'état de droit, c'est la mission de l'ONG De Jure. Mikhail Djernakov a travaillé sur la réforme des tribunaux, avec un objectif: mettre fin à la corruption des juges en Ukraine. 2000 juges ont volontairement démissionné quand la réforme de la justice est entrée en vigueur. Ils ont compris qu'ils seraient poursuivis pour enrichissement et à cause de décisions contraires à la loi. En temps de guerre, les instruments de la démocratie sont limités. Les manifestations sont interdites et les sessions du Parlement ne sont plus publiques. La participation de la société civile se retrouve diminuée. Même si la guerre rend la lutte contre la corruption plus difficile, les militants anticorruption estiment que leur pays est sur la bonne voie. Les militants ukrainiens ont, semble-t-il, raison. La lutte anticorruption continue et elle a été particulièrement visible à Kiev peu avant le sommet européen sur l'Ukraine en février 2023. Certains points doivent malgré tout encore être améliorés. Février 2023, l'État ukrainien frappe un grand coup. Perquisitions chez des hauts fonctionnaires, interpellations. Au cours des semaines précédentes, démissions et limogeages de vice-ministres et gouverneurs se sont enchaînés. Pour lutter contre la corruption, plusieurs organes publics ont été créés ces dernières années, notamment la Haute Cour anticorruption, fondée en 2019. Mais il reste du chemin à parcourir, estime Bernd Utemann, qui travaille pour Transparency International et le mouvement européen Allemagne. Nous lui avons posé cette question: quelle est l'efficacité réelle des grandes autorités anticorruption? Elle manque encore de puissance. Là aussi, Zelensky essaie de faire place nette. Avant le dernier sommet européen, il a fait une annonce très claire, il a limogé des gens. C'est un bon point, mais cela montre aussi qu'il reste beaucoup à faire. Pensez-vous que Zelensky veut réellement être un réformateur?
Je le crois vraiment, oui. Mes collègues de Transparency à Kiev le croient également. Je pense que l'Ukraine fait bien ses devoirs à la maison, comme on dit, et avec beaucoup de sérieux. Il faudra voir combien de temps elle mettra pour les terminer. Ce qui nous emmène au point essentiel, la plupart des Ukrainiens en ont certes assez de la corruption. Les jeunes en particulier souhaiteraient voir au plus vite leur pays paré à intégrer l'Union européenne au niveau politique et économique. Mais à quelle échéance réaliste cela pourrait-il arriver? Je dirais 10 ans. Moi, je ne pense pas que ce sera le cas avant 10 ans. Vous savez, l'Ukraine a besoin d'un processus d'adaptation. Et pas seulement pour adapter ses lois et intégrer l'acquis communautaire, mais aussi pour qu'elle puisse développer un nouvel état d'esprit. Cela pourrait donc prendre 10 ans pour que l'Ukraine devienne membre de l'Union européenne. Mais elle a ses chances. La volonté politique est là, sur place, comme du côté de Bruxelles. On l'a vu, les réformes sont en marche, même s'il y a parfois des ratés, et que la corruption reste un problème majeur. Mais tous ceux qui œuvrent pour l'adhésion de l'Ukraine sont motivés par la perspective qu'elle puisse un jour devenir réalité. Cette motivation durera-t-elle dans le temps ou laissera-t-elle place à une amère déception? Car après tout, l'adhésion n'est pas garantie.